Vous êtes sur El Marhalibiya, bienvenue à toutes et à tous, bonsoir, pardonnez-nous pour ces 15 minutes de retard. Il est 19h45 en Algérie, la rétro-info de la semaine, une semaine qui a été marquée par de la joie pour certains et de la peine. Félicitations bien évidemment à tous les bacheliers, ceux qui ont eu leur bac, encore une fois, on y reviendra ce soir, notamment avec cette question de récupération politique, un peu plus de 58% donc de réussite, mais après quatrième, cinquième correction. Et puis aujourd'hui, on y reviendra, les médias algériens donc qui parlent vraiment de réussite et de réalisation en ce qui concerne le président algérien. Et on sait qu'il y a quelques semaines, on vous en parlait d'ailleurs en exclusivité sur El Marhalibiya, sur ce pourcentage. Donc certains ont eu leur bac et certaines, félicitations. Ceux qui l'ont pas eu, bien évidemment, c'est pas un échec, loin de là, c'est une expérience qui vous permettra à l'avenir de progresser, de voir les choses autrement. Et puis ces étudiants, futurs étudiants, qui malheureusement d'ores et déjà commencent à tenter par tous les moyens de quitter le pays pour rejoindre d'autres écoles. On y reviendra. On a longuement parlé des universités cette semaine. Et puis l'autre peine, c'est aussi ces jeunes, ces familles, ces mamans, ces bébés, ces personnes de toute catégorie socio-professionnelle, aisées ou pas, pauvres ou pas, certains ont beaucoup d'argent et tentent malheureusement de quitter le pays pour des raisons de bon vivre, de sécurité, de liberté, en tentant et en prenant des embarcations de fortune. On y reviendra sur les haragas. Ils étaient près de 2000 cette semaine en l'espace de quelques heures à avoir quitté le pays. Ça en dit long, 5 années au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune qui en aucun cas n'a évoqué la situation des haragas. C'est-à-dire c'est tout simplement ces personnes aujourd'hui âgées ou enfants, petits, de tous âges, de tout horizon, de toute catégorie socio-professionnelle qui ne peuvent plus vivre au pays. On y reviendra bien évidemment. Les institutions de l'État se mobilisent pour le candidat désigné Abdelmadjid Tebboune, tous derrière Tebboune, c'est un slogan qu'on a entendu, et puis des moyens colossaux, financiers, matériels ont été mis en place avec notamment une violation de la Constitution. Et l'ANI, l'organisation indépendante des élections, et M. Mohamed Chorfi qui ferme les yeux là-dessus, on l'a vu dernièrement notamment avec plusieurs milliards dépensés pour la visite d'Abdelmadjid Tebboune en campagne à Tizi Ouzou. Pourquoi est-ce que les autres candidats n'ont pas le droit donc aux mêmes privilèges? Et puis pour commencer l'émission, nous allons revenir sur ce décret présidentiel. Daoula Madaniya, c'est le slogan maintenant que scande le peuple algérien depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs années, et puis depuis 2019 notamment, un état civil et non militaire, stop à l'armée. On voit Saïd Chengleha derrière le président sur toutes les opportunités possibles, à toutes les organisations, à toutes les manifestations, et bien loin du bruit, loin des médias. Alors on sait que l'armée est très présente maintenant depuis plusieurs années, inauguration de sportifs ou encore dans les lycées, le sport, l'éducation, dans l'université, dans le milieu du culte religieux, l'armée est très présente. Et bien c'est officiel puisqu'Abdelmadjid Tebboune a donc signé un décret présidentiel pour nommer des officiers de l'armée à la tête d'institutions stratégiques, de wilaya, de mairie et peut-être demain. Et oui, au niveau de l'État et de la présidence. Alors pourquoi avoir signé ce décret maintenant? Et puis certains aussi, une question importante qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas ici comme un accord, c'est-à-dire est-ce que réellement Abdelmadjid Tebboune n'a pas été dans l'obligation de signer ce décret pour donner plus de places officielles à l'armée et en contrepartie qu'il puisse briguer un deuxième mandat. Pour en parler, le plaisir d'accueillir Hamid Lelou qui était présent cette semaine, mais il était important de vous avoir ce soir pour approfondir notamment ces axes et ces thématiques. Bonsoir Hamid Lelou. Bonsoir c'est Chaban, c'est toujours un plaisir de servir le peuple algérien et aider à informer de ce qui se passe chez nous en Algérie. Merci. Merci infiniment. Le docteur Mohamed Lamine Chibane est avec nous, militant politique aussi, analyste politique de longue date. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Chaban, je vous salue et en même temps je salue M. Hamid Lelou. Beaucoup de respect pour cette personnalité. Je voudrais en même temps saluer toutes celles et tous ceux qui aspirent à la dignité. Voilà. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci infiniment. C'est nous qui vous remercions pour votre fidélité les unes et les autres. Va venir nous rejoindre aussi Asdine Toumi dans quelques instants. Je ne sais pas si Asdine Toumi est avec nous.
Azdine Toumi qui va donc venir nous rejoindre dans un instant. Docteur Mohamed Lamine Chibane, 2 minutes vraiment comme ça aussi pour nous donner. D'abord, vous êtes en Algérie, merci pour votre fidélité. Le climat, on est en pleine période estivale tout de même. Il y a eu cette semaine à la fois du bac, il y a eu cette semaine dramatique avec ces centaines d'Algériens recensés encore une fois, qui ont été recensés notamment accueillis, si je puis me permettre, donc sur les côtes espagnoles. D'autres effectivement par d'autres moyens atterrissent dans d'autres pays. Le climat aujourd'hui pour les Algériens et les Algériennes qui sortent d'une fête de l'Aïd compliquée, il fait aussi chaud en Algérie, il manque des moyens. En 2-3 petites minutes, comment sont les Algériens aujourd'hui à la veille d'une échéance électorale où pour le président Tebboune tout de même tout va bien? Si Chaban, je voudrais vous saluer encore une fois pour le Magharibiya qui donne réellement la chance au peuple algérien de s'exprimer librement. Et je voudrais encore une fois m'incliner devant le génocide d'un peuple palestinien sans défense, en face d'un mutisme lâche et complice des dictateurs arabes et de l'Occident. Et en même temps, je condamne fermement le bombardement d'une ville au Yémen par l'aviation israélienne. Quant à votre question, c'est déplorable, c'est désolant. Quand on voit un pays aussi grand comme l'Algérie, qui est classé 10e pays exportateur de gaz naturel dans le monde et le 2e pays exportateur pour l'Europe. C'est désolant quand on voit cette jeunesse fuir ce pays et qu'on voit une population qui n'accorde aucun intérêt à ces élections. Alors, on doit aller dans les cafés, ils parlent de tout, ils parlent de la Coupe d'Europe qui vient de se terminer, mais jamais des élections. C'est désolant, parce que il y a réellement un désintérêt total. Ils savent que les dés sont jetés, ils savent que les élections sont pipées, ils savent que le candidat réellement, on peut dire unique, il va ressortir pour son 2e mandat. Donc à quoi bon se casser la tête? Ceux qui sont aisés, il y en a plus d'1,5 million qui vont quitter l'Algérie pour la Tunisie pour passer leurs vacances. Par contre, les autres, malheureusement, ces jeunes, soit c'est le harga, fuir le pays, voilà. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'avenir pour cette jeunesse. Réellement, on ne voit pas d'avenir. Même les diplômés, ils attendent avec impatience comment quitter ce pays. Voilà, c'est vraiment intenable, c'est écœurant, mais on le dit, il faut reconnaître la vérité, il faut dire la vérité. La vérité est là, elle est présente, c'est malheureux. Voilà. Merci, docteur. On va saluer Azdine Toumi qui est avec nous. Bonsoir, Azdine Toumi, bienvenue. Oui. Bonsoir, mon ami Chaban. Bonsoir à docteur Chibane. Bonsoir, c'est Hamid Lelou. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Hamid Lelou, je vais commencer aussi par vous sur cette question. La décision du président algérien donc de signer ce décret, de nommer des officiers, décision sans précédent, qui d'ailleurs n'a pas suscité de débat au sein des médias. On n'a pas donné la parole aux Algériens, aux Algériennes. Il était important, encore une fois, on en a parlé cette semaine, mais pour la direction de la chaîne, il était important car il en vient aussi de l'avenir, de la sécurité, de la voix, de la parole des Algériens et des Algériens. Comment peut-on expliquer qu'un président ou un peuple demande un État civil et non militaire puisse donner, j'ai envie de dire, toute position, toute ouverture à l'armée en les instaurant, en leur proposant vraiment de prendre la direction de certains postes stratégiques. Comment vous expliquez ce choix? Une question très très importante. Et merci Si Chaban parce que vous me donnez une opportunité pour expliquer certaines choses et certaines nuances qui sont trompeuses. Et je suis désolé que certains de vos intervenants, ils font pas la distinction comme il faut par rapport aux institutions de l'État. Mais tout d'abord, bravo, chapeau bas et merci pour le courage et l'engagement
politique, l'éthique de votre engagement, Dr Chibane et Monsieur Toumi. Franchement, vous faites partie de peu de gens que je connais qui sont en Algérie, qui s'engagent comme vous. Encore merci. Maintenant, votre question. Vous savez, moi je vais commencer par la fin. Ces officiers algériens qui ont été nommés dans les institutions civiles, économiques de l'État algérien, ils vont réussir. Ils vont réussir à redresser certaines situations catastrophiques. Comparativement au mauvais fonctionnement qui a été fait par quelques civils, des fois incompétents, et d'autres à qui on a mis les bâtons dans les roues pour bloquer leur travail. Ça, c'est un. De deux, ça, c'est une opportunité pour comprendre comment est-ce que l'institution militaire travaille. Moi, j'ai toujours été contre les Algériens qui viennent sur cette chaîne ou sur les réseaux qui critiquent l'armée algérienne sans distinction. Moi, j'ai toujours parlé de la police politique. Ce n'est pas Mukhabarat. Ce slogan de Mukhabarat Irhabia, ce slogan-là vient de la police politique pour nuire à la réputation du Hirak. Je m'explique. Les militaires, surtout les officiers supérieurs, il y a deux catégories. Vous avez les militaires opérationnels et vous avez les militaires administratifs politiques. Les militaires opérationnels, je vous défie, comme j'ai défié votre collègue Sissalim hier, de me donner le nom, un seul nom d'un officier opérationnel en Algérie. Vous ne pouvez pas, parce que ces officiers opérationnels, ils s'occupent de leur travail, ils sont professionnels, ils sont intègres, ils font leur travail. De l'autre côté, vous avez les officiers qui sont administratifs. Ceux-là, ils peuvent se mêler de politique. Même ici aux États-Unis, nous avons deux types de militaires, opérationnels et administratifs. Et croyez-moi, au sein même de l'institution militaire, ici même aux États-Unis, il y a ce déséquilibre hiérarchique où l'officier opérationnel est beaucoup plus apprécié que celui qui fait l'administratif. À titre d'exemple, un lieutenant-colonel qui est commandant d'un bataillon à la tête de 1500 à 2000 hommes, il a beaucoup plus d'importance et de charisme qu'un général une étoile qui est administratif. Et c'est ça la distinction qu'il faut faire. Il faut que le peuple algérien comprenne qu'il y a cette distinction. Et ce système algérien policier qui s'appuie sur les officiers supérieurs, administratifs, politiques, parce que c'est la seule manière pour lui de fonctionner. Maintenant, vous me direz, mais pourquoi est-ce que ces officiers intègres opérationnels ne défendent pas les intérêts de l'Algérie? Mais parce qu'ils ne voient pas d'alternative au sein de l'opposition civile algérienne. Et par conséquent, ils sont là parce qu'ils reçoivent tous les besoins nécessaires pour leur travail. Parce que les politiques militaires dégagent des budgets colossaux pour l'armée, pour le fonctionnement, pour travailler pour la défense de l'État. Et je laisserai la parole à vos invités. Le dernier point par rapport à l'armée algérienne, c'est la seule armée dans la région qui soit homogène. Parce que c'est la seule armée dans la région, je le dis avec fierté, c'est la seule armée dans la région qui fait des manœuvres militaires et des exercices avec des balles réelles. Les autres armées ne le font pas. Et ça, j'ai une information, je l'ai eue de la part d'un officier supérieur ici aux États-Unis. Par contre, ces mêmes militaires de la région font des manœuvres à balles réelles quand ils font des manœuvres avec l'armée américaine ou européenne. Vous me direz pourquoi? Eh bien, c'est à cause du coup-proofing, c'est-à-dire pour prévenir les coups d'État. L'armée algérienne opérationnelle est une armée républicaine qui ne s'occupe pas du politique. La police politique, elle fait tout pour gérer le pays. Et j'expliquerai plus tard, je laisserai la parole aux autres pour expliquer la différence entre la police politique et les services de sécurité institutionnels. Merci Hamid Lelou avec nous sur cette question. Azdine Toumi,
j'aimerais avoir votre réaction aussi sur cette question importante. Abdelmajid Tebboune a fermé les yeux dans un système compliqué où on a encore énormément de mal à essayer aussi de comprendre dans ce système une armée omniprésente. Mais tout de même, c'est une question qui en vient, je le disais, de la sécurité aussi des Algériens et des Algériennes qui demain, malheureusement, pourraient être confrontés à être dirigés peut-être par une armée. Et aussi un autre point, avant peut-être d'investir des cadres de l'armée dans des secteurs stratégiques, en lien avec cette semaine riche en émotions avec les bacheliers, où il y a des universitaires, il y a des chercheurs, il y a des spécialistes en Algérie. Pourquoi est-ce qu'Abdelmajid Tebboune ne confie pas ces secteurs aussi, ses responsabilités au sein de ces secteurs par ses compétences comme on peut en connaître? Comment vous expliquez que maintenant, à quelques jours de cette élection, à quelques heures, peut-être 24 heures avant avoir officialisé aussi son deuxième mandat, en tout cas en tant que candidat, comment vous expliquez la signature de ce décret qui relève tout de même d'une certaine grosse responsabilité? D'abord, je vous salue une autre fois, je salue Si Hamid et Dr Cheben. Maintenant, si on prend la question du côté ou du fait que peut-être les motivations sont la gestion. Peut-être pas mal d'analystes diront que cette décision, c'est dans le souci de mieux gérer certains secteurs stratégiques, notamment l'eau dans l'administration, etc. D'abord, si c'est la motivation du régime, pour moi, c'est un aveu de l'échec de l'administration du système avec laquelle il a toujours fonctionné. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme vous l'avez bien signalé, nous sommes à l'occasion de l'affichage des résultats du baccalauréat. Et voilà comment le régime envoie un message à tous ces jeunes bacheliers qui sont en train de réfléchir pour entamer leur cursus universitaire, pour faire des études supérieures, pour pouvoir un jour accéder à des postes de responsabilité. Voilà le régime avec ce décret. C'est comme si l'on envoie le message à tous ces jeunes-là et à tous les autres cadres qui sont dans l'administration actuellement, dans cette administration. Et ce message leur dit clairement qu'il y a certains postes, arrivés à certains postes, ça ne relève plus du civil, mais ça relèverait du militaire. Donc, je pense que ça, c'est le côté négatif. Après, mon avis à moi, je pense qu'on est loin du souci de la gestion, où moi, je pense qu'il y a une volonté de la part du régime de continuer encore le verrouillage de tous à tous les niveaux, donc dans toutes les administrations, dans tous les secteurs. Le régime estime qu'il est encore fragile, qu'il n'est pas encore arrivé au point de reprendre son équilibre d'avant le Hirak, etc., où il pourra s'adonner à une certaine ouverture, ne serait-ce que donner l'impression de l'ouverture, et bien au contraire, il juge qu'il doit continuer et qu'il doit maintenir sa politique de contrôle, de verrouillage et de répression. Je pense que le souci est là. Mais est-ce qu'il n'y a pas ici sur cette question autour notamment du militaire, de la place du militaire en Algérie, est-ce que quelque part il n'y a pas encore une fois un échec de la nouvelle Algérie d'Abdelmajid Tebboune, qui, je rappelle tout de même, n'a pas écouté le Hirak, le Dawla Madaniya Machi Askariya n'a jamais été évoqué. D'ailleurs, on n'a pas entendu aussi, je le rappelle, pas de médias, pas de parti politique vraiment s'exprimer là-dessus. On a ici tout de même, encore une fois, officiellement, c'était le cas, je le disais tout à l'heure, indirectement, mais officiellement, on a un corps militaire qui domine peut-être avec le civil, on est d'accord, mais aussi le politique, donc la démocratie qui s'incline et qui se retire.
D'abord, la Nouvelle-Algérie n'a pas échoué parce que tout simplement, elle n'a jamais existé. C'est une illusion, c'est un slogan créé par le régime pour justifier le premier mandat du chef de l'État et éventuellement un autre mandat du même chef de l'État. Ça, c'est premièrement. Après, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a beaucoup de flou dans l'esprit de certains Algériens quant à la gestion des affaires du pays, qui gèrent réellement le pays, et notamment tous ces secteurs sensibles qui sont la diplomatie, la présidence de la République, le Premier ministère, les wilayas, etc., jusqu'à tout le réseau de la société civile qu'ils ont créé. Mais je pense qu'il y a une partie des Algériens, si ce n'est pas la majorité, qui savent très bien qui gère le pays aujourd'hui. Donc la question ne se pose plus et ce décret ne vient que encore réconforter ces personnes-là ou ces citoyens-là dans leur pensée. Après, qu'est-ce que ça va donner sur le terrain? Peut-être, comme l'a dit Si Hamid, peut-être sur certains secteurs, la gestion va s'améliorer, peut-être, mais on ne peut pas gérer un pays de cette manière-là. On a des universités, on a des écoles, il y a des cadres, les sociétés les grandes sociétés comme la Sonatrach, comme dans le ministère des Finances, les douanes, les aéroports, les ports, toutes ces sociétés-là, les compagnies téléphoniques et j'en passe. Et il y a beaucoup de cadres sérieux, intègres. Et je pense que ce décret-là vient désavouer tous ces cadres-là, toutes ces administrations-là, pour dire que voilà, pour que les choses marchent, il faut qu'on mette un militaire à la tête de ces entreprises. Moi, je pense que ça renvoie une mauvaise image. Moi, je sais que l'administration a échoué. C'est une administration qui est fortement impliquée dans la corruption, dans la bureaucratie et dans le régionalisme, etc. Mais il y a beaucoup de cadres intègres. Comme il y en a dans l'Institut militaire, il y a dans l'administration civile, etc. Il y a toujours des personnes qui ont un niveau, qui sont intègres, qui veulent vraiment servir le pays honnêtement. Et je pense que ce décret-là ne vient pas aider ces cadres-là à continuer à servir le pays. Ça va peut-être augmenter le nombre de cadres qui vont essayer de trouver le moyen de partir ailleurs. Et puis tous ces cadres, ces nouveaux bacheliers qui peut-être pensent déjà déjà ils le pensaient. Je suis certain qu'il y a beaucoup qui pensent partir ailleurs. Et les vrais sujets sur lesquels on doit s'arrêter, c'est l'année passée, le lauréat, celui qui a eu la meilleure note au baccalauréat, et les partis à l'étranger. Au Canada. On l'a vu. On y revient dans un instant, Azdine Toumi, c'est l'un des prochains volets. Avant entre guillemets, de clôturer ce premier axe et de redonner la parole à Mohamed Lamine Chibane. Mais pour terminer un peu, avoir une nouvelle réaction, une nouvelle analyse de votre part, Hamid Lelou, sur ce décret. Alors bien évidemment, encore une fois, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune maintenant, est-ce qu'il a été obligé, est-ce que réellement c'est pas un danger aussi pour un pays de mêler officiellement aujourd'hui l'armée, mais bien évidemment on rend hommage à l'armée algérienne qui fait un travail, aux militaires de terrain qui parfois travaillent dans des conditions très difficiles et qui sont souvent très mal payés. Hamid Lelou, est-ce que, selon vous, Abdelmadjid Tebboune a été à ce moment précis dans l'obligation de signer ce décret, parce que derrière, peut-être, sans spéculer, mais on essaie vraiment de comprendre, parce que les Algériens savent très bien que
qu'au sein de l'armée, il y a des grands officiels, il y a des grands généraux qui sont aujourd'hui par dizaines derrière les barreaux. On ne peut pas dire que ces grands, pour une grande partie des généraux, accumulent les dossiers. Certains sont opportunistes, d'autres ont été emprisonnés. Et à l'inverse, d'autres, comme le général Nezar ou Toufiq, ont été aussi honorés malgré les dossiers qu'ils ont derrière eux par le président Tebboune il y a 2 ans. Hamid Lelou. Ce qu'on est en train de voir, c'est un processus officiel de la militarisation des institutions civiles. Ceci dit, ça a toujours été le cas, mais de manière indirecte. Vous posez la question aux grands administrateurs civils des entreprises publiques algériennes, il y a toujours eu un cadre, souvent un colonel en civil, des services de police politique qui était là pour surveiller le travail des conseils d'administration et qui pesait sur certaines décisions stratégiques. Donc cette militarisation se fait, c'est pas le choix de Tebboune. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on a vu un autre décret où des postes qui étaient créés au niveau de la présidence, qui avaient pris pas mal de responsabilités institutionnelles du président et ont été donnés à des militaires qui sont au sein de l'institution présidentielle. Et certains l'ont même comparé à un gouvernement parallèle qui surveille le travail des ministres. Tout ça, pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans un système mafieux, parce que c'est le cas de le dire, donc il y a plusieurs groupes. Tebboune, ils se sont rendus compte, il faut se rappeler d'une chose. Le choix de Tebboune a été fait par Gaïd Salah. Gaïd Salah n'est plus là. L'équipe qui est en charge, ils sont obligés de travailler avec Tebboune parce que le démir de son poste, ça créerait un vide. Il faut refaire tout un processus d'élection. Maintenant qu'on a les élections qui arrivent, changer de candidat, comme disait Azzeddine, c'est reconnaître l'échec. Déjà, mettre des militaires à la place des civils dans des institutions civiles, ça veut dire reconnaître qu'il y a l'échec des civils et par conséquent, il faut que les militaires... C'est pour ça que j'ai dit que du point de vue gestion, les militaires feraient mieux au conditionnel parce que c'est difficile de faire pire que des incompétents. Parce que souvent, on a mis sur ces institutions les incompétents sur des postes décisionnels et il y a beaucoup de compétences en Algérie, mais les compétents, on ne les laisse pas travailler. Et du coup, pour mieux surveiller Tebboune, pas parce qu'il essaye de ranger les choses ou d'arranger les choses, mais parce qu'il ramasse beaucoup de gamelles, il fait beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises, on l'a vu, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Quand ils changent le fonctionnement, quand ils changent, ils introduisent les militaires dans les institutions, quand ils enlèvent les pouvoirs des mains du président de manière directe, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il est très influençable, que n'importe qui parmi ces différents groupes d'influence peut venir et l'influencer. Et c'est pour ça que, à mon avis, le groupe qui est en charge, qui maîtrise plus ou moins les rouages de l'État algérien, ils ont besoin de le surveiller. Ils ne peuvent pas le dégager parce que ça chamboule tout leur calcul, mais il faut mieux le surveiller. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de changer le mode de fonctionnement des institutions en allant de fonctionnement pseudo-démocratique, même si c'était surveillé mais discrètement, à avoir un système à l'égyptienne maintenant. Maintenant, c'est l'armée qui va gérer directement. Allez savoir, mais à un moment donné, j'avais même pensé que Chengriha allait se présenter aux élections. Allez savoir qu'est-ce qui va se passer dans un futur proche. Merci Hamid Lelou. Je voudrais tout de même qu'on écoute ici Mohamed Chorfi qui dirige l'agence nationale pour l'indépendance des élections. D'ailleurs, il avait affirmé il y a quelques jours que tout se passerait dans les meilleures conditions, que l'Algérie avait atteint un niveau, l'un des meilleurs niveaux en termes d'organisation, de transparence, d'intégrité. On l'écoute ici, qui affirme que les jeunes sont conscients
des prochaines élections. Juste l'écouter pour mettre un peu en parallèle de ce décret où effectivement le président algérien lance un message à toute une jeunesse en disant place à l'armée et pas place à la jeunesse et ses compétences. لما يتكفل الشباب في عمر 18 سنه وجاي يسجل نفسه معناتها مهتم بالحوكمه تاع بلاده معناتها راهو واعي بانه ان شاء الله سيكون يا اما كفاعل من الفاعلين في الحوكمه يا اما كمواطن في ظل هذه الحوكمه الديمقراطيه ان شاء الله اللي مبنيه على حرية اختيار الشعب، على حرية اختيار الناخب للمنتخب، على حرية اختيار حسب البرامج، حسب ما يميز مترشح مع مترشح آخر. Voilà, une semaine qui a été marquée par l'avenir, la jeunesse, les étudiants, les universités. Mohamed Lamine Chibane est avec nous. Avant d'entamer le troisième volet, je voulais qu'on revienne aussi avec vous, chers invités, sur ces élections, un désintérêt de la population. Il y a tout de même une question qui se pose. Est-ce qu'il n'y a pas trop de moyens? Est-ce qu'il n'y a pas une violation, notamment de la Constitution, où... Alors, ce n'est pas affiché en tant que tel, mais on voit tout de même tous les médias algériens se mobiliser autour de la campagne d'Abdelmadjid Tebboune. Des moyens colossaux ont été émis, notamment dans le cadre de déplacements dernièrement. Comment vous expliquez cette question? D'ailleurs, malheureusement, effectivement, on n'a pas eu de réaction de l'ANI, mais une question pour vous, Mohamed Lamine Chibane. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop autour de la candidature du président Tebboune, qui encore une fois a tout à fait le droit de se présenter, bien évidemment? Bien sûr, il a tout à fait le droit de se présenter et pourquoi pas de remporter les élections, mais à condition que ces élections soient vraiment propres et honnêtes. Mais là, justement, je voudrais auparavant rebondir sur la question et je partage entièrement ce que venait de dire Monsieur Hamid Lelou. Écoutez, la dictature du général Sisi n'est pas un bel exemple pour notre pays. Regardez la Turquie qui est passée de la 112e place mondiale quand elle était sous les régimes laïques et militaires des années 70 jusqu'à 2000, elle est passée de la 112e place à la 16e place quand elle est passée sous un régime civil, sous Tayyip Erdogan. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de décider quoi que ce soit. L'exemple de la Turquie reste vraiment à suivre quand on voit que Tayyip Erdogan, il a remporté au deuxième tour et avec 51%. Vive cette démocratie, sincèrement. Et Istanbul, justement, qui est la capitale, elle est passée parmi les 50 meilleures villes au monde. Donc, concernant les militaires, je voudrais aussi dire que nous avons effectivement l'école des cadets de la Révolution où pratiquement chaque année, c'est pratiquement 100%. Nous avons justement, on n'est pas contre qu'il y ait des militaires à la tête des institutions. Pas du tout, mais il faudrait réellement ne pas aussi léser les civils. Et nous avons beaucoup de civils qui sont des cadres. Et quand on voit effectivement que 3 ex-premiers ministres, Bedoui, Sellel et Ouyahia, sont en prison, c'est vrai, c'est la faillite de l'administration algérienne, mais en même temps, il ne faut pas oublier que le général Belqsir, qui était le patron du Darak al-Watani, ou le général Hemel, qui était le patron de la police, sont aussi en prison. Donc là, il faudrait vraiment bien réfléchir. Maintenant, pour votre question, concernant, rappelez-moi, j'ai perdu le fil. La question qui se pose, c'est qu'on a tout de même l'impression que les institutions de l'État se mobilisent autour de la campagne d'Abdelmadjid Tebboune, des moyens colossaux, les secteurs de la religion, les mosquées, les universités, le sport, l'éducation.
Il y a une polémique aussi autour du résultat du bac, 50%, on fait une quatrième, cinquième correction. Et on a même les médias aujourd'hui, sans vergogne, en gras, qui disent clairement que c'est aussi une des réalisations du président algérien. Quelle perception vous avez de ces moyens, de toutes ces actions qui sont mises en place autour du président, candidat maintenant, Tebboune? Il y a un excès de zèle réellement. Mais écoutez, que voulez-vous dire? En face d'une presse qui est muselée, une presse qui est soumise, une presse qui est sous les ordres, c'est la voix de son maître. C'est normal, cet excès de zèle, ils vont pas aller chez... Mais même, regardez les autres candidats. Wesh عندك en face, réellement. Vous avez Hamas, à la limite, docteur Abdelrazak Mokri, il ne s'est pas présenté, alors qu'il aurait pu se présenter aux élections parce qu'il a quand même un charisme et il représente quand même un courant islamique qui est important. Mais Hamas elle a présenté un inconnu au bataillon. Qui c'est qui va voter pour Hamas maintenant? Et puis vous avez le FFS. Oui, nous le FFS Hussein Ayet Ahmed. C'est plus le FFS, donc je me demande. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste deux femmes. Il reste Madame Zoubida Assoul et Nabza. Réellement, celle qui avait plus ou moins un peu qui pouvait, c'était Louisa Hannoun. Et là, justement, j'en profite pour interpeller Lani. Louisa, elle avance des accusations très graves. Et à ce moment-là, nous attendons que l'ANI, l'Agence nationale de M. Choufi, que réellement, il garde quand même, que j'ai beaucoup de respect pour lui, pour cette personnalité, mais quand même, répondait aux accusations de Louisa Hannoun. Cette dame qui a fait de la politique depuis 1980, qui a fait de la prison, qui se présente aux élections, et qui se retire. Alors là, elle avons des accusations à l'ANI de des éclaircissements concernant ce retrait de Mme Hannoun et ces accusations, justement. Là vraiment, je me demande, ces élections, en dehors de, je vous ai cité le FFS et Hamas, et puis les deux femmes, plus rien. Il y a le vide total. Monsieur Tebboune, Brokalik, vous êtes président. Sincèrement, je lui dis, Brokalik, vous êtes président, point barre. Voilà. Et malheureusement, le peuple, sans la participation du peuple, Farhat Abbas en 63, Allah yarhamou salih, il a dit il est temps de faire participer ce peuple, le peuple algérien, à la vie politique. Il est temps qu'il retrouve son enthousiasme. Il l'a dit en 63. Rien du tout. Il est venu enfin de sonner le rassemblement de tous les enfants de l'Algérie. Malheureusement, le rassemblement des Algériens n'a pas eu lieu. On attendait le 5 juillet, la fête de l'indépendance, on attendait l'Eid al-Adha. Rien, il n'y a pas eu de geste de la part du pouvoir. Et Ayet Ahmed, Allah yarhamou salih, le chef historique, disait, vous avez pour devoir, il s'adressait au système, vous avez pour devoir pour permettre à cette jeunesse de trouver des canaux d'expression. Cette jeunesse fuit le pays. Cette jeunesse, elle quitte le pays. Que voulez-vous attendre de cela? Réellement, il faut redonner au peuple algérien le droit de disposer de son destin. M. Karim Belkacem, le lion des Jebel. Depuis 67. Oui, nous, le peuple algérien, vous pensez qu'il va participer à ces élections? En dehors des chiatines et de quelques-uns, c'est libre à eux, mais réellement, on ne voit pas. À la limite, quand vous vous rappelez, en 99, il y avait quand même des ténors. Il y avait Dr Ahmed Taleb, il y avait Bouloud Hamouch, il y avait Moukded Sifi, il y avait le colonel Khatib, il y avait Abdallah Jaballa. Mais maintenant, plus rien. Où sont les autres candidats qui peuvent, à la limite, comme les icônes du Hirak? Merci. Et encore même réellement, c'est Chaban, ceux qui étaient apparentés au pouvoir. Ils ne rentrent pas aux élections. Monsieur Ben Bitour, Abdelaziz Rahabi, oui, Rachid Nekez, mais il y a le vide total. Où est Bouchachi, où est Saad Bouakba, où est Foudil Boumala, où est Fakri Gherres, que je salue au passage, Monsieur Karim Tabou, et j'en passe, des éléments du fils, Chir Kamal Gemadi, pour pas. Où sont-ils, là, demain? Il n'y a pas. Il y a le vide. Donc, ils ne veulent pas entrer aux élections parce qu'ils savent que les dés sont jetés. Voilà. Et circuler, il n'y a rien à voir. Voilà ce que je peux vous dire, c'est Chaban. Merci, docteur.
Merci. Pardonnez-moi, j'ai pas de retour. J'essaye de tendre l'oreille pour avoir votre retour. Asdin Toumi, pareil, même question avant d'ouvrir un peu pas le dernier volet parce que c'est en lien, hein, cette semaine au cœur d'un échec politique et d'un système en échec qui provoque malheureusement un avenir sans espoir. Le président Tebboune a annoncé donc sa candidature. On a ici des actions quand même qui relèvent de l'illégalité. On a notamment la violation de la Constitution, les articles 26 et 57 entre autres. Personne ne dit rien, personne ne bouge. On voit tout de même, hein, ce n'est pas une impression, mais tout le monde est vraiment derrière le président Tebboune à mettre des moyens colossaux à tous les niveaux, au-delà de son rôle de président. D'ailleurs, on voit depuis maintenant quelques jours tout de même avant cette date du 7 septembre qu'il y a de plus en plus de mobilisation de la part des institutions de l'État, des médias, de la sécurité. On l'a vu encore notamment à Tizi Ouzou, entre autres la semaine dernière. D'abord, moi, je tiens à signaler que pendant que les candidats au carnaval du 7 septembre prochain étaient au Conseil constitutionnel pour déposer leur candidature, c'est à ce moment-là, pratiquement, qu'ils annoncent les résultats du baccalauréat. Et les Algériens ont trouvé de l'intérêt à débattre, à parler des résultats et notamment du jeune Mohamed Amin qui a eu la plus grande moyenne, que de parler de ce dépôt de candidature ou de ces pseudo-candidats. Donc, pour voir comment le peuple algérien se désintéresse complètement de la politique que leur offre le régime. Ils ne se désintéressent pas de la politique, mais ces images, cette vie politique que leur propose le pouvoir, le peuple algérien n'en veut pas. Après, vous savez, la fraude dans les élections, c'est devenu routinière. D'ailleurs, les Wali, parce que c'est faux, l'ANI n'organise pas, il n'a aucun pouvoir sur le déroulement des élections, elle n'organise pas et encore moins avoir le contrôle. Donc c'est l'administration qui organise et c'est cette machine qui est très bien rodée à la fraude depuis des décennies. Ils n'ont même pas besoin de recevoir les consignes pour comment frauder, etc. Donc, c'est une machine complètement rodée et ça marche tout le temps. Ils sont dans la fraude. Après, quand vous parlez, on dirait que le peuple algérien est derrière un deuxième mandat. Moi, je pense que le deuxième mandat est clairement rejeté. Moi, des gens qu'on rencontre, les discussions avec les gens, ce qu'on remarque sur le terrain. Après, le soutien et ces élections démocratiques, entre guillemets, n'existe que sur les chaînes de télévision, que ce soit les médias publics ou les autres médias qui sont dans la sphère du pouvoir. On sait très bien comment ils se sont fait soumettre au diktat du régime et cette presse écrite également. Mais sur le terrain, il n'y a pas de débat public chez les gens, les Algériens et une partie des Algériens, et je pense que la majorité, sait très bien que les résultats sont connus d'avance, qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'égalité dans le combat. Il n'y a même pas un débat sur les programmes, etc. Après, voilà, on peut pas tricher devant l'histoire pour tous ces candidats qui ont accepté de jouer leur rôle dans ce carnaval, dans cette pièce théâtrale, dans cette mascarade. Je pense que l'histoire, c'est ce qu'elle va retenir. Elle va retenir pour tout un chacun, voilà, de sa position dans cet événement. Je pense qu'aujourd'hui, il est de la responsabilité de tout un chacun de prendre une position claire vis-à-vis de cette mascarade et que ça soit soutenir ce processus qui nous est imposé par le régime, que ça soit en soutenant un candidat ou
en allant voter. Je pense que c'est se rendre complice de ce qui va se passer. Après, c'est l'histoire qui va nous juger. Donc, quand vous voyez des candidats se retirer, il y aura d'autres candidats peut-être dont la candidature va être rejetée. Ils vont aussi sortir, nous dire, voilà, ils nous ont volé nos signatures, ils nous ont fait des entraves, etc. Après le lendemain, le 8 septembre, on aura d'autres candidats qui vont venir dans des conférences de presse justifier leur participation pour dire, voilà, on a eu des garanties, finalement, ils ont fraudé, ils ont triché, etc. Mais on sait très bien que sur la table, il y avait des négociations sur les sièges dans les prochaines assemblées locales et nationales, dans des députations, etc. et peut-être certains postes. Donc, ceux que vous voyez, les candidats que vous voyez aujourd'hui qui acceptent de jouer ces rôles, soyez certains que c'est eux qui vont composer la future carte politique après les élections présidentielles. Merci, restez avec nous, Azine Toumi. Hamid Lelou, sur cette question, effectivement, on comprend on comprend, en tout cas, on constate, mais on peut comprendre aussi dans ce système-là que tout est mis en place pour que le prochain président algérien reste le même. Mais les questions importantes aussi, ce soir, on constate qu'au-delà des élections, il n'y a pas de justice. La Constitution est notamment bafouée, ça relève de certaines activités illégales. Dans certains pays, on pourrait aller notamment épier, regarder un peu les financements, d'où vient, qu'est-ce qui a été, quel argent a été mis en place pour tel dispositif. Il y a ces articles 26 et 57, et puis il y a cette violation flagrante de l'article 202 de la Constitution, notamment dans son dernier alinéa qui stipule la transparence, l'impartialité, notamment des élections. Personne ne dit rien dans ce pays. Alors on a compris qu'il y avait un désintérêt du peuple, mais elle est importante, cette question aussi, encore une fois, de justice. Le président Tebboune fait ce qu'il veut. Écoutez, on sait qu'il gère les institutions, les pays de la manière qu'ils veulent. Mais je me suis amusé à regarder un petit peu les institutions telles qu'elles existent. Qui est à la tête du Sénat? C'est la plus grande institution. C'est Goudjil, qui est du système, qui a soutenu cette candidature de Tebboune, qui a soutenu Bouteflika, qui a soutenu tout le monde. Il est là, il ne bouge pas. Chorfi, qui est le président de cette organisation, ou bien le bureau de contrôle des votes. C'était un ami de Bouteflika, il a travaillé pendant Bouteflika, il a toujours été dans le système, il continue à soutenir Tebboune. Qui est le président du Conseil constitutionnel? Un pur produit du FLN, un directeur de, je sais pas moi, de la CASMA, ou comment il s'appelle déjà, Omar Belhaj, il est là depuis les années 50, 60, il est là et encore à se demander comment il peut tenir debout. Donc, vous avez tous ces garde-fous qui sont là pour que si jamais il y a quelque chose qui se passe, ces institutions-là sont là pour bloquer tout changement, et si changement il y a, ils vont le gérer. Et c'est exactement ce qu'on a vu en 2019. Souvenez-vous, le peuple dans la rue, mécontent, Bouteflika qui était excessivement malade, mais il avait ces hommes au sein de ces institutions, au sein des institutions sécuritaires, qui ont fait qu'ils n'étaient partis qu'après 1 mois et demi, parce qu'ils avaient le temps de bien préparer. Si ce n'était pas ses propres amis, si ce n'était pas les gens du système, le système serait tombé et peut-être on aurait eu un changement positif. Ils sont toujours malins, comme Toumi vient de le dire. La machine est rodée depuis des années. Ils font la même chose. Nous sommes dans l'Algérie nouvelle, ancienne. On continue, on fait semblant de faire du changement, mais on continue. Ceci dit, je vais mettre un peu de bémol dans ce que je dis. Dans d'autres pays démocratiques, un président sortant qui se porte candidat, c'est tout à fait normal qu'il utilise certains moyens de l'État. Du fait de sa fonction présidentielle,
et ils continuent à utiliser l'avion présidentiel, la sécurité rapprochée, le transport, etc. C'est normal, c'est un président. Même dans les pays qui sont respectés. À plus forte raison dans un pays comme l'Algérie où on prétend avoir un président. Mais la solution, elle est où? Ben, la solution, c'est le boycott total, c'est aussi une grève générale. Si vous combinez les deux, si les gens ne sortent pas de chez eux, ne participent pas à cette mascarade et ils disent non en silence, ça va avoir un choc psychologique aussi bien sur le peuple que sur certaines personnes qui sont dans les institutions et qui sont prêtes au changement, mais elles ne voient pas cette alternative. Et c'est pour ça que je dis cette opportunité, c'est une grande opportunité le 7 septembre pour que le peuple dise son mot. Il va le dire pas en allant voter, mais en restant chez soi. On ne sort pas, on ne va pas dans les stades, on ne va pas dans les rues, on ne joue pas, les enfants ne sortent pas. C'est comme ça qu'on va marquer et ça va être un grand jour pour le peuple algérien, un boycott total avec une grève générale. C'est la seule solution. Après, qu'est-ce qui se passera? On verra, mais ça va avoir des effets parce que continuer comme toujours, ne pas voter parce qu'on n'a pas envie de voter ou de voter parce qu'on sent qu'on a besoin de voter, ben l'Algérie, elle va droit au mur. Hamidou, restez avec nous. On va regarder ces quelques images pour continuer la discussion ensemble. Un tout sécuritaire, un manque de gouvernance, en tout cas un système en échec qui est malheureusement depuis plusieurs années, sauf en 2019 où il n'y avait plus de haraga comme par hasard pendant le Hirak, pendant ce mouvement, cette jeunesse dans la rue qui avait tant d'espoir à un changement, ne tentait plus de prendre des risques. On va regarder ces quelques images assez difficiles, assez poignantes et on en parle juste derrière. الشاشرة نولو لا ما نولوش القيد رقد عكو سطاو Voilà, d'un côté, une semaine, donc je le disais tout à l'heure, avec le bac, on vous avait annoncé notamment le fait que cette date d'annonce des résultats était due au pourcentage de réussite, un pourcentage qui n'a pas satisfait le pouvoir et qui a donc procédé à une cinquième correction. Qu'en est-il notamment du niveau du bac? Et puis juste derrière, on l'a vu sur les réseaux sociaux, ils sont déjà très nombreux à faire en sorte d'aller étudier ailleurs, mais on peut rappeler tout de même que, encore une fois aujourd'hui, en caractère gras et gros et sans vergogne, je vous disais, la presse algérienne donc parle de fruits de stabilisation, de réalisation du président Tebboune, notamment de ces 8% supplémentaires par rapport à l'année dernière. Ces bacheliers donc ont envie de quitter le pays, comme Mohamed l'année dernière qui était reçu par l'ambassadeur du Canada. On aurait aimé que Mohamed puisse rester en Algérie, mais malheureusement il ne pouvait pas. Certainement, Mokran, qui a eu le meilleur va certainement tout faire pour quitter. Ils étaient près de 1000 cette semaine à être avoir pris le large. Des bébés de 6 mois, des femmes, des enfants, peu importe leur catégorie socio-professionnelle, aisée ou pas aisée. Ils quittent le pays. Mohamed Lamine Chiban, militant politique, vous êtes médecin aussi, un pays où malheureusement les Algériens aujourd'hui ne peuvent plus y rester. Sécurité, liberté, droit, se déplacer, rien n'est proposé, rien n'est fait, mais
on entend surtout personne au sein du pouvoir prend ses responsabilités sur ce fléau. C'est tout de même des Algériens et des Algériennes qui périssent en mer pour une partie. Ni le pouvoir, ni la presse qui se dit presse libre. Mais auparavant, je partage entièrement le point de vue de M. Tomi, que je salue d'ailleurs, en parlant de cet excès de zèle de ces journalistes qui vont vers le candidat président. Je lui dis, c'est le réflexe pavlovien. Et puis, comme le disait Étienne Delabo ici, c'est la servitude volontaire. C'est des journalistes soumis à plat ventre. Par contre, j'ai oublié de citer encore d'autres ténors de la politique qui pouvaient se présenter, qui malheureusement ne se sont pas présentés, tels que le professeur Oustad Ali Ben Fris. Il est absent, M. Abdelaziz Belkhadem, un ex-premier ministre, et puis surtout le parti du RCD, qui est absent. La presse n'en parle pas, bien sûr. On ne parle pas de pourquoi ils ne sont pas présents à ces élections. Mais écoutez, les officiels français l'ont dit il y a quelques années, donnez un projet de vie pour votre jeunesse. Cette jeunesse, j'ai mal au cœur quand je les vois pour un pays aussi riche et qui fuit. Ce pays, on parle de 3000 selon le site de José Clément, qui fait du beau travail justement et que nous le saluons et nous espérons que tous ces jeunes arrivent à bon port, réellement, parce que il y a eu beaucoup de morts aussi. Je présente mes condoléances aux familles des Harraga, les vraiment Hargo, l'Algérie qui est incapable de garder cette jeunesse. Elle est là, c'est des mensonges, on miroite des rêves, une jeunesse mesquine qui est dégoûtée. L'unique envie, c'est de quitter ce pays. Cette jeunesse, est-ce qu'il y a une étude, il y a 2 années, je pense, qui a été d'ailleurs faite par le CREAT, qui est le centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Alors, c'est une enquête entre 20 et des jeunes entre 20 et 29 ans. 2 millions de jeunes veulent quitter ce pays. 2 millions de jeunes. Et qui sont allés un peu plus haut, entre plus de 20 ans et jusqu'à 35 ans. Alors là, ça monte, ça grimpe. C'est jusqu'à 4 millions qui veulent fuir ce pays. Pourquoi ils fuient Mais au pouvoir de se poser cette question. Pourquoi cette jeunesse fuit ce pays très riche? Pourquoi, subhanallah? Parce que vraiment, quand ils voient justement le train de vie, les privilèges réservés aux ambassades, aux consulats, aux représentations étrangères, Algérie, comme l'a dit M. Toumi, M. Lello aussi, fait en sorte que ces gens veulent partir. Une population qui n'a pas le droit de s'exprimer librement, et pourtant pacifiquement. Et puis Amnesty International vient de lancer au pouvoir en lui disant de libérer et sans condition M. Tajadid, qui est le poète du Hirak. Qu'est-ce qu'il fait Tajadid en prison? Subhanallah. Une importante population algérienne, maintenant, réellement, elle bascule dans la misère. C'est Chaben. Quand on voit qu'il y a plus de 2 millions qui ont bénéficié du couffin de Ramadan. Où allons-nous, Agda, de cette manière? On est là, on est content de dépenser plus de 400 millions de dollars. Est-ce que vous savez, 400 millions de dollars, c'est le 5e du coût du méga projet, le pipeline Nigeria-Maroc. Le gaz qui va venir du Nigeria au Maroc, ce méga projet qui va traverser plein de pays, le Niger, et il monte vers le Hada, il coûte, c'est le 5e ce que nous allons dépenser pour ces élections. Wesh, les élections, elles sont moins dicques. Ou pour arriver à quoi? Pour arriver à un 2e mandat, clair, net et précis. Donc, on se casse la tête, et puis même, ces pseudo-candidats qui veulent, wallah, leur but, c'est juste pour qui sait qui va réussir à atteindre la barre, soit les 50 000, que jamais ils auront les 50 000 signatures, soit les 600 à les élus. C'est juste pour se dire qu'on est là, qu'on est présent, et d'autres, ils vont se bousculer juste. Après les élections, ils vont aller au portillon pour demander des dividendes. Merci, docteur. Malheureusement, voilà où en est la situation, malheureusement.
Merci, docteur. Il nous reste 6 petites minutes d'émission. Azdin Toumi, vous êtes en Algérie, embarcation de fortune, payé un argent fou, voire s'endetter. Vous le disiez, je crois, cette semaine, aux côtés de mon ami Nasser Djoudi, certains même vendent leurs bijoux, des parents qui vendent pour trouver l'argent et dire à leurs enfants, tentez le coup, allez, prenez le risque, allez vivre mieux ailleurs, se mettre en danger. Un pouvoir qui se contrefiche, qui est totalement irresponsable sur cette situation, mais d'un côté aussi un autre pouvoir qui spécule, qui récupère quand il faut accueillir des étudiants, qu'il faut faire des journées aussi de festivités autour des étudiants, autour de la femme entre autres, ou de la presse par exemple. Azdin Toumi. Oui, c'est ce que j'avais dit, voilà, parce que ce climat d'inquiétude, il est généralisé. D'abord, il ne concerne pas que les jeunes, il concerne aussi leurs parents. C'est pour ça que j'ai dit, malheureusement, ce qui est gravissime, c'est que le projet de Haraga, et maintenant, ça devient un projet de toute une famille, pas uniquement du jeune. Donc voilà, après ces jeunes-là, ils ne se projettent pas dans leur pays, il faut préciser qu'ils ne fuient pas l'Algérie en tant que pays, en tant que patrie. Personne ne fuit son pays, mais il fuit une situation, il fuit un état d'esprit qui règne dans le pays, et cette situation qui règne en Algérie, c'est une situation de crise multidimensionnelle. Le constat est là. Pourquoi est-ce que effectivement, en Algérie, certains pays subissent aussi, voient leur jeunesse s'en aller, pas comme ça, mais d'autres pays, il y a des États qui s'en préoccupent. Abdelmadjid Tebboune n'a pas dit une seule ligne, n'a pas évoqué une seule fois les haragas. Ce sont des familles qui sont meurtries, ce sont des jeunes qui ne peuvent pas travailler, ce sont même des bébés, des familles, des personnes aisées qui ont de l'argent aussi, qui pourraient investir en Algérie. Et d'un autre côté, on a un pouvoir, un système qui parle d'investissement, qui parle d'émergence et qui parle de décollage économique. L'avenir, c'est la jeunesse. C'est un pouvoir qui n'assume pas, qui ne dit jamais rien là-dessus. Comment vous l'expliquez ? D'abord, c'est un pouvoir qui est conscient de la situation, qui sait très bien que la vie en Algérie pour un jeune est devenue une incertitude, dont l'avenir est incertain. La preuve, c'est que leurs enfants eux-mêmes, je parle des responsables, leurs enfants eux-mêmes sont déjà à l'étranger. Il n'y a pas un responsable qui n'a pas, en tout cas, mis un pied de leurs enfants ailleurs, quelque part dans un pays étranger. Et donc, il y a toujours cette possibilité de s'installer ailleurs. Donc, ils savent, donc, en quelque sorte, ils comprennent cette jeunesse qui est à la recherche d'un lendemain meilleur. Et au même moment, ils n'ont pas de réponse. Ils ne peuvent pas répondre à cette situation de crise. Ils ne peuvent pas résoudre les problèmes que leur pose la jeunesse algérienne. Une jeunesse qui veut d'abord respirer, qui veut vivre, qui veut se libérer de tous ces mécanismes archaïques qui sont en train de prendre en otage la jeunesse et la société algérienne. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des sociologues de renom dans le pays qui sont en train de pointer du doigt l'échec de la société algérienne. Mais moi, je partage pas cette analyse, peut-être sous certains aspects, mais en tout cas, l'échec, d'abord, c'est l'échec d'un système qui était incapable de construire justement et de donner l'occasion à la société de se construire, de s'émanciper, de se sortir de ces archaïsmes, de ces mécanismes qui sont dépassés par les événements, qui sont liés à je ne sais quel attachement. Donc voilà, donc la jeunesse, elle veut se libérer, elle veut avoir la liberté de voyager dans le monde, et aujourd'hui elle est incapable de le faire. Pour obtenir un visa, c'est devenu très difficile. Elle a besoin de vivre dans son pays, de sortir, d'avoir les moyens de mener une vie normale, construire une famille, avoir une bonne école, de bonnes études, un bon système de santé,
un bon système de santé, un bon système de transport, les infrastructures, les théâtres, les cinémas. Donc tout ça, c'est qui constitue aujourd'hui l'Algérie. Qu'est-ce qu'il y a en Algérie actuellement? On a des richesses colossales dans le minerai, le gaz, le pétrole, une jeunesse extraordinaire, etc. Mais en contrepartie, on est dans un pays qui est en crise, qui est dépendant des hydrocarbures, dépendant de ces richesses, qui ne crée pas de richesse et qui ne donne pas de la visibilité à sa jeunesse. Qu'il y a malheureusement beaucoup de zones d'ombre concernant l'avenir de notre pays. Merci Azdine Toumi, une crédibilité à sa jeunesse. Merci d'avoir été avec nous. Hamid Lello avec nous, une petite minute, peut-être le mot de la fin très rapidement. On a eu le plaisir de vous avoir aussi cette semaine. Hamid Lello, une petite minute avec vous avant de se quitter. Parler des Harraga, c'est vraiment, j'ai un cœur qui se déchire. On ne peut pas être insensible à ce qui se passe à Harraga. Vous savez, en plus d'être médiateur certifié, je suis aussi un interprète certifié auprès des tribunaux fédéraux pour le traitement de dossiers de l'immigration. Je fais de l'interprétation pour les Harraga qui viennent ici aux États-Unis. J'ai pas envie de parler de ça. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Quand vous entendez les histoires des Harraga, qu'ils soient algériens ou autres, tous les risques qu'ils prennent, en plus des risques financiers, ils investissent tout l'argent de la famille et des voisins, etc., qui se mettent ensemble pour cotiser au départ de ces Harraga, en plus de risques de perdre leur vie. Maintenant, le régime de police politique algérien, il est dans le déni. C'est logique, c'est ça sa propre logique, parce que c'est comme ça qu'il survit. Il veut présenter une image positive. C'est un pays riche avec un peuple pauvre. Voilà. Merci Hamid Lello d'avoir été avec nous. Merci Azdine Toumi. Merci Dr Mohamed Lamine Chiban d'avoir été avec nous. L'équipe en régie, merci infiniment d'avoir fait en sorte que cette émission ait lieu ce soir. Désolé pour ces 15 minutes de retard. Je vous invite juste très rapidement, un communiqué vient de sortir. Donc Ali Laskri, Mohamed Hannad, Fetta Sadat, avocate, Abdellah Iboul, Karim Tabou, Saïd Boudour, Wassila Ben Latresh, Mohsen Belabas, Toufiq Belala, Zaïd Saïd, et Fodil Boumala. Donc, il vous invite à lire cette déclaration ouverte. En conclusion, ne pas rester les bras croisés. Il faut changer de système, un meilleur avenir. Merci à tous et bonne soirée sur El Magharibi.